Et par exemple, au niveau de... Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal... Il y a une usine aussi qui est pas loin, là, à Fronc. C'est une forge. Une forge, ouais, voilà. Comment vont les ouvriers, tu vois, aujourd'hui? Est-ce que vous avez un regard sur ça? Est-ce que vous connaissez ce monde-là? Oui, tu peux. Plutôt, Bah, enfin, les ouvriers, bah, déjà, on touche... Enfin, mon père, il est ouvrier. Bah, déjà, c'est encore différent. Bah, déjà, son boulot, ça l'a cassé. Hein. Il fait quoi, ton père, exactement? Il est monteur cylindre. D'accord. Donc, concrètement, t'es dans une usine, c'est une imprimerie. Les imprimantes, elles font la taille de la baraque, même le double en longueur. Oui. Voilà. La baraque est grande. Gros, bah, ces imprimantes, elles font 25-30 mètres de long. Ah oui, quand même. Ok. Et tous les 5 mètres, t'as un bloc. Dans chaque bloc, t'as un cylindre. Le cylindre, c'est un tube. Un tube en métal qui fait 80 cm de long à peu près. Le tube, il fait 20 cm de diamètre. Et dessus, t'as des gravures. Et les gravures, c'est ce qui imprime sur le papier. Chaque tube a une couleur. Et donc, bah, la bande de papier, elle passe sur un tube qui met telle couleur. Ensuite, elle passe sur le tube d'après qui met telle couleur. Et du coup, petit à petit, bah, ça donne l'emballage final. Et donc, du coup, bah, c'est dans cette usine-là qu'on imprime la plupart des emballages qui sont Danone, Yoplait. Ils sont que 2 ou 3 en France à le faire. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais, donc voilà. Donc en gros, quand vous avez un yaourt dans votre assiette, bah, c'est probablement de là que vient l'emballage. Et il se déplace où? C'est où par rapport à Ville? C'est à Joinville. Ah, c'est à Joinville. Constancia avec Ville. D'accord. Je savais même pas qu'il faisait ça, tu vois. Donc il bosse là-dedans. Voilà. Et donc du coup, bah, à force de au début, quand il a commencé à travailler, bah, il n'y avait pas de palin pour soulever les cylindres. C'est des trucs, ça pèse vite fait, 40, 50, 80 kilos. C'est énorme. Et donc du coup, bah, il s'est cassé le dos à cause de ça. Ensuite, bah, il fallait dévisser les arbres qui sont au milieu des cylindres pour pouvoir les poser sur les machines. C'était des gros écrous qu'il fallait desserrer avec une clé. Et les clés, pour la desserrer, bah, c'était tellement serré, il fallait taper sur les écrous avec un marteau. Et ça faisait vibrer le bras, il s'est démonté les 2 épaules à cause de ça. Voilà, le monde ouvrier, c'est beaucoup ça, déjà, je pense. Ensuite, des patrons qui traitent souvent les ouvriers comme de la chair à canon, je trouve. C'est quand t'es jeune, ça va. Quand tu commences à être un peu vieux, un peu moins rapide, bah, faut que tu dégages. Sauf que quand t'es un peu vieux, bah, pour trouver du boulot, c'est compliqué. Voilà, c'était cassé. Mon père est un peu dans ce cas-là. C'est un peu compliqué. Mais pour rebondir sur l'industrie, moi, dans le nord de la Haute-Marne, tu le sais, c'est un peu plus de la fonderie et c'est du travail, c'est la métallurgie. Mon grand-père, il a travaillé dès l'âge de 14 ans. Il était à la pièce, il faisait il travaillait du matin, comme on dit, donc 4h midi. À la pièce, en gros, tu étais payé au noyau. Tu es payé à la pièce que tu sors. Voilà. Tu sors une pièce, c'est payé. Tu sors une autre pièce, c'est payé. Oui, donc faut y aller, quoi. C'est pas l'heure. Voilà. Donc c'était ça. Je dirais peut-être plus d'un tiers de ma famille, des hommes de ma famille qui travaillent en fonderie, sur Brouzeval, Vassy, etc. Alors c'est que mon grand-père me disait, oui, à l'époque, bon, c'est vrai que ça a évolué. Il me disait le matin, voilà, moi je quittais une usine, j'en trouvais une autre l'après-midi, et le surlendemain, s'il fallait, j'en trouvais une autre. Sauf qu'il y a au moins 80% des usines qui ont disparu. Il y en avait quasiment dans des tout petits villages, hein, qui embauchaient des gens. Et pour le cas de Saint-Dizier, l'entreprise où il travaillait, où il y avait 900 personnes qui travaillaient, n'existe plus. Elle a fermé. Ils ont délocalisé. Donc ça rejoint un peu finalement ce qui s'est passé en agriculture si on prend du recul, c'est-à-dire qu'on les a mis sur des marchés où, par exemple pour ce qui est le métal, les Chinois allaient pouvoir produire de la plaque d'égout, c'est pas quelque chose de compliqué à faire, ils savent faire, où on a été mis en concurrence, on a perdu tous les marchés, les patrons se sont dit de toute façon on va délocaliser, puis ça nous coûtera moins cher et puis on sera plus compétitif entre guillemets. Tu parlais des forges de Bologne. À côté, il y a les forges de Fonck. À côté, il y a les forges de Bologne qui sont vraiment un exemple de ce que devrait faire la France et ce qu'elle devrait faire à l'international. Parce qu'ils font de l'aéronautique. Ils font de l'aéronautique. D'accord. Si on peut faire de l'industrie et de la métallurgie lourde, mais des choses de précision et de haute valeur ajoutée. Et je pense, moi, à titre personnel, que le sauvetage de la France, alors on aura un marché intérieur, il faudra toujours qu'on ait de l'industrie classique, entre guillemets, mais sur les marchés à l'extérieur, vu qu'on est mis en concurrence avec des personnes qui pratiquent un dumping où on ne pourra jamais être compétitif par rapport à ces gens-là, notre seul moyen, c'est de profiter du génie et du savoir-faire qui a été accumulé pendant des siècles dans des domaines, par exemple, comme la métallurgie et la fonderie, et faire des produits à haute valeur ajoutée et que, entre guillemets, on serait quasiment les seuls à savoir faire, où il y aurait beaucoup, même si on n'est pas les seuls à le savoir faire, parce que c'est prétentieux de le dire au niveau mondial, mais qu'on fasse partie, admettons, des 10 pays au monde à savoir
savoir le faire et savoir le faire très bien et des produits de qualité. Et je pense, moi, personnellement, que c'est ce qui pourra sauver en grande partie ce qui reste de l'industrie et ce qui permettra sûrement de relocaliser, entre autres. Parce que en France, on a préféré se localiser sur une industrie de service. Sauf que l'industrie de service, c'est surtout sur un marché intérieur. Et quand on a besoin de la matière première, on va aller chercher où ? À l'extérieur du coup. Du coup, forcément, on rentre plus de sous. On fait sortir que les sous, tout le temps. On fait plus rentrer de sous. Par exemple, l'Allemagne, cette année, ils ont fait rentrer énormément de sous. En même temps, ils ont BM, ils ont Volkswagen, ils ont Audi, ils ont Mercedes. Et ils n'ont pas de salaire minimum. Voilà. Mais oui, ça. Ouais, enfin, le salaire minimum, c'est quand même bien, je pense. Non, pour les mais ouvriers, pour le coup, Mais bon, voilà, je veux dire, ça compelle. Avoir une industrie qui soit compétitive, ça aide beaucoup à faire rentrer de l'argent dans un pays. Parce que là, actuellement, la plupart des politiques nous disent que l'industrie de service, ça suffit. Sauf que non, ça suffira jamais. Ça peut pas suffire pour moi. Parce que nous. Donc faire de l'industrie de pointe, là, comme il disait. C'est une solution, oui. Pas que. Et moi, je pense que, justement, pareil, un autre point de vue écologique dont je t'avais parlé. Justement, en France, on est dépendant pour tout ce qu'on fait du pétrole. Et pour moi, c'est un souci. Alors que maintenant, on gère vachement bien les technologies des moteurs à hydrogène. L'hydrogène, ça se produit avec de l'électricité et de l'eau. Pourquoi on ne développe pas ça ? Je suis totalement d'accord. Et l'État doit être pilote là-dessus, il devrait mettre les moyens en recherche et l'État, alors tu peux préciser un petit peu ce que c'est, je veux dire, mais moteurs, même, c'est des voitures qui... Concrètement, c'est une voiture, tu mets ton plein, déjà tu fais ton plein en 30 secondes. Ce qui est non négligeable. Ensuite, tu as une autonomie à peu près comme une voiture normale. Et tu rejettes de la vapeur d'eau. D'accord. Et par exemple, en Islande, ça fait plus de 10 ou 15 ans que tous leurs transports en commun, c'est un petit pays certes, tous leurs transports en commun roulent à l'hydrogène. On sait bien faire. Et même Toyota, ils ont sorti une voiture à hydrogène, mais ça reste ils l'ont sorti, ils peuvent la faire de série, oui. Mais la produire, c'est très compliqué, du coup, parce qu'il n'y a aucune station de service qui est équipée d'une cuve d'hydrogène. L'État devrait choisir de développer ça. Une cuve à gaz, ça coûte peut-être 20 ou 30 000 euros. Par rapport à l'investissement qu'on fait pour rentabiliser une raffinerie ou autre, pour aider une raffinerie, on aiderait plutôt les stations-service du coin, tous les 25-30 bornes, une station-service qu'on choisirait au hasard. Hop, on prend un point et puis on choisit la station-service au hasard, et ensuite on l'équipe d'une cuve. On subventionne les voitures hydrogène et d'ici 10 ans, on est quasiment tout hydrogène en France. Et de toute façon, le lithium, on va vous répondre que les voitures électriques, c'est une solution. Sauf que non, parce que déjà, le lithium, il n'y a que 2-3 pays qui en produisent. On est dépendant. On est dépendant aussi. Et en plus, produire une voiture qui roule à l'électrique, ça produit 2 à 3 fois plus de carbone que de produire une voiture normale. Donc c'est un peu complètement aberrant. Alors que, en plus, d'ici 10 ou 15 ans, quand les réserves de pétrole seront déjà bien épuisées, que le coût du pétrole va encore augmenter, nous en France, on sera déjà préparé à l'hydrogène, on aura déjà nos usines de production, donc on pourra en exporter. Je pense. Je suis totalement d'accord avec toi. Sauf qu'il faut se donner les moyens, et le problème c'est que je pense que le gouvernement reste pas mal sous la botte des pétroliers. Pour l'instant, il y a 3 gagnés à être Pour l'instant, il y a 3 gagnés à être avec Total et les autres. Sachant que Total, là, je crois que j'ai vu passer ça, c'était la semaine dernière. Oui, c'était Total, donc des Français, qui disaient avoir tout ce qu'il faut pour faire l'hydrogène. Là, on est prêt, mais ça ne m'étonne pas. Alors que là, le gouvernement, je pense que même 1 milliard ou 2, ça suffirait largement à équiper toute la France de cuves tous les 20 km, honnêtement. Puis il y a d'autres pays qui l'ont déjà fait, je veux dire, c'est même pas comme si on partait complètement de zéro. Après, il faudra améliorer. C'est juste à l'échelle d'un gros pays. Mais et même convertir un moteur classique en moteur hydrogène, c'est pas hyper compliqué, il paraît. On a tout à gagner parce qu'en plus, la production se ferait sur place. Donc les emplois sur place, c'est une énergie qui est propre, ça nous assure notre indépendance, c'est quelque chose qui est quasiment intarissable. Et puis, après, on a tout à gagner à faire. On l'a produit avec de l'électricité. Qui resterait peut-être national aussi. Du coup, voilà. Et puis, du coup, quand les pays voisins vont y passer, il faudra bien qu'ils se fournissent quelque part au début. Et ce sera chez qui ?